Ukraine, Russie, 3 ans de guerre, est-ce la fin? Après 3 ans de conflit, nous avons décidé de revenir sur cette année qui vient de s'écouler, février 2024, février 2025. Quelle est la situation actuelle? Quelles sont les interprétations qui se dégagent de cette année écoulée? Quelles sont les interrogations qu'elle soulève également? Quelle est l'issue ou quelles sont les issues majeures qui en découlent? Quelles sont enfin les perspectives qui pourront être vues d'un point de vue géostratégique? C'est toutes ces questions que nous allons soulever avec Fabrice Ravel aujourd'hui. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme je l'ai indiqué en introduction, il est peut-être nécessaire dans un premier temps de faire un rappel des événements clés de l'année 2024-2025 avec peut-être un focus sur la situation militaire. Puisqu'on a beaucoup regardé l'état du front et les opérations militaires, on n'a pas l'impression que ça a beaucoup évolué, non? Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en réalité, évidemment, sur un conflit comme celui-là, la première préoccupation consiste à regarder l'évolution de la ligne de front. Et le sentiment que ça donne, c'est que toute cette année 2024, alors je précise pour nos auditeurs qu'évidemment, chaque fois qu'on va parler de l'année 2024, on s'inscrit dans la date anniversaire du début de l'offensive russe du 24 février 2022. Donc on est sur une logique qui serait du 24 février 2024 jusqu'au 24 février 2025. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, en termes d'opérations militaires, il y a deux aspects qui semblent devoir se dégager. D'abord, il y a l'offensive ukrainienne surprise au début du mois d'août 2024, qui a connu un franc succès au départ, puisque les Ukrainiens ont pu s'emparer d'environ 1200 km². Ensuite, ils ont été exposés à une contre-offensive russe et on considère qu'aujourd'hui, sur ces 1200 km², ils en auraient conservé à peu près 550 km². Et puis, tout le reste de l'année, sur 12 mois, consiste plutôt en des attaques russes locales incessantes qui auraient amené les troupes russes à conquérir l'équivalent de 3500 km². Alors, pour bien comprendre les chiffres tels qu'on est en train de les évoquer, me semble-t-il, il faut les remettre en perspective avec deux autres dimensions. D'abord, l'étendue de la ligne de front qui fait plus de 1000 km. Donc là, spontanément, je demande à nos éditeurs peut-être de regarder d'ailleurs la carte, sur un front aussi étendu, on se rend bien compte quand même que là, spontanément, les chiffres tels qu'on les évoque restent d'une certaine modicité. Et c'est encore plus vrai quand on répertorie de façon naturelle vers la superficie ukrainienne qui est de 603 000 km. Donc on voit bien que là, ça paraît avoir une importance encore plus réduite. Donc on se retrouve bien dans une situation que d'ailleurs on avait décrite dans une de nos séances qu'on avait fait à l'occasion des 2 ans de guerre, c'est la séance de l'année dernière, où déjà on avait eu le sentiment que le front avait très très peu bougé, ce qui nous avait amené à expliquer que cette guerre avait absolument tous les attributs du conflit de 14-18, un conflit de position dans lequel chaque belligérant se trouve confronté à des défenses massives de l'adversaire, dans laquelle tout gain de terrain est très chronophage et surtout particulièrement dévoreur en termes d'hommes et de matériel. On a l'impression que malgré toutes les horreurs qu'on peut deviner, les choses restent assez fixes et intangibles. Néanmoins, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir nuancer. Il y a un certain nombre de dynamiques qui sont en train de se mettre en place. Oui, parce que là, on s'est concentré sur les opérations militaires. Alors, il y a déjà des nouveautés dans les opérations militaires, mais il y a aussi un contexte international et diplomatique plus global où il y a eu des événements. Oui, il y en a 3 qui doivent, me semble-t-il, être rappelés ou intégrés dans cette première description. On va d'ailleurs peut-être les énumérer avant que par la suite de la séance, d'essayer de comprendre, surtout pour l'un d'entre eux, quelles peuvent être les implications plus globales. Bon, d'abord, il y a l'arrivée, ça a été très commenté, de troupes nord-coréennes sur le front. Aujourd'hui, on considère que les troupes nord-coréennes qui auraient été engagées sont aux alentours de 10 000 à 12 000 hommes et que les pertes qu'elles auraient encourues sont très très importantes en termes de ratio, puisque ce serait 3 000. Enfin, elles n'auraient pas eu un impact décisif. Donc en fait, l'effet n'est pas tellement à retrouver d'un point de vue militaire, mais plutôt d'un point de vue politique, parce que ça permet bien sûr à la Russie, notamment Vladimir Poutine, de montrer qu'ils sont loin d'être seuls, comme les Occidentaux souhaiteraient que ça apparaisse, notamment à travers les sanctions économiques.
Mais surtout, il y a un prolongement à la dynamique qui va plutôt nous ramener sur l'Asie du Sud-Est et sur le Pacifique. C'est qu'on voit bien que nécessairement, il y a dû y avoir des contreparties en termes de technologie satellitaire, en termes de missiles, en termes de flotte aérienne, peut-être même de transfert de technologie nucléaire, ce qui nous amène sur un autre théâtre d'opération sur lequel on sera certainement amené à revenir. Donc ça, c'est un événement qu'il faut prendre en considération. Alors après, il y en a un deuxième qu'on a été amené à évoquer dans d'autres séances des rendez-vous de la géopolitique, notamment, je pense à Trump 2 vers un nouveau monde. C'est l'élection de Donald Trump, parce qu'on voit bien que là, avec ce changement d'administration aux États-Unis, et les différentes directions qui pourraient être prises, ça aura forcément un impact sur la guerre en Ukraine, et ça, on va y revenir. Et puis, il y a un troisième point qui alors est beaucoup plus récent au moment où on est en train d'enregistrer cette séance. C'est une déclaration du président ukrainien Zelensky qui a été faite le mardi 4 février, dans laquelle, quand il y a un journaliste britannique indépendant qui lui pose une question qui consiste à dire « Est-ce que vous seriez prêt à négocier avec Vladimir Poutine ?» Ce à quoi il s'était toujours refusé auparavant. Il répond « Si c'est les seules conditions possibles pour entamer une négociation, oui. Surtout si c'est pour permettre aux Ukrainiens d'avoir à nouveau la paix et si ça peut permettre de sauver la vie de certains de nos gens. » Donc ça, c'est certainement parmi les trois événements qu'on vient de dire, une information majeure qui d'ailleurs va nécessiter que d'être interprétée parce qu'elle peut certainement mettre en évidence une dynamique telle qu'elle a l'air de se mettre en place, voire de s'accélérer. Et puis il y a encore un autre paramètre ou une autre information qu'il faut aller chercher, c'est celle, et peu évidente, du nombre de morts tant du côté ukrainien que du côté russe. Alors ça, c'est une information qui est malheureusement, c'est un décompte macabre, qui est indispensable dans toutes les guerres. Mais comme on vient juste de l'évoquer, a fortiori dans une guerre dont la typologie est celle de 14-18, parce qu'on comprend bien que dans une guerre d'usure et d'attrition, pour répéter les termes, celui qui va remporter la victoire dans cette guerre d'harassement ou d'épuisement, c'est celui qui va pouvoir se permettre, même si le terme est accablant, d'avoir le plus de pertes ou de pouvoir avoir les pertes jusqu'au dernier moment. Et là, évidemment, on comprend bien que spontanément, c'est des chiffres qui sont d'une importance stratégique et que les deux belligérants ne sont pas prêts à les donner facilement. Mais dans le contexte que je suis en train d'évoquer, on comprend bien que c'est encore plus vrai. Déjà, pour commencer, le président ukrainien Zelensky, le 8 décembre 2024, a pour l'une des rares fois, seulement la deuxième fois depuis le début des conflits, c'est un indice quand même, évoqué spontanément quelles seraient les pertes ukrainiennes. Alors évidemment avec deux nuances. D'abord, c'est comme tout belligérant, il va avoir tendance à minorer ses pertes, ça c'est une évidence. Et puis on a forcément à faire des approximations sur la comptabilité sur un théâtre d'opération, sur un théâtre de guerre. Les chiffres donnés donc officiellement par les Ukrainiens seraient de 43 000 morts et de 370 000 blessés. Ce qu'il faut comprendre sur les 370 000 blessés, c'est que le président Zelensky dit dont la moitié a pu repartir au front. Oui, mais donc, par déduction, ça veut dire qu'il y en a la moitié, soit 185 000, qui ne sont pas repartis au front. Je demande pour l'instant à nos éditeurs d'avoir ça à l'esprit. Et pour l'instant, avant que de rentrer plus dans la précision de ces chiffres, il y a deux autres sources d'informations qui sont intéressantes, parce que en novembre 2022, c'est-à-dire pratiquement 2 ans auparavant, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle parlait de 100 000 morts militaires ukrainiens et de 20 000 morts civils. Donc là, on serait à 120 000, 2 ans avant, c'est-à-dire 3 fois plus que les pertes avouées par les Ukrainiens 2 ans plus tard. Donc là, on se rend déjà compte de la difficulté de se retrouver dans les chiffres, qui va se trouver conforté par le fait que des sources américaines, des services secrets déclassifiés en décembre 2023, elles parlent de 70 000 morts. Donc là, on se rend bien compte que ça devient très compliqué parce qu'on a un nombre de morts d'ailleurs qui a l'air plus important sur une période qui a l'air plus éloignée, ce qui est évidemment totalement impossible. Donc en fait, je vous prie de croire que depuis plusieurs jours, je suis en train d'essayer de croiser l'ensemble des paramètres, non seulement de sources officielles, de sources de nationalités différentes, mais de journaux, d'ONG et de think tanks anglo-saxons, et on arrive à peu près à la situation suivante
pour les pertes ukrainiennes. Je ferai après une synthèse pour les Russes, parce qu'évidemment, on ne peut pas rentrer autant dans les détails, mais la méthodologie sera évidemment la même. Pour ce qui est du nombre de morts, je crois pouvoir dire à travers les chiffres qu'on vient de donner que c'est la fraction haute qu'il faut prendre en considération. Parce qu'évidemment, si Mme Ursula von der Leyen s'est permis de faire cette remarque, et d'ailleurs les Ukrainiens lui avaient beaucoup reproché parce qu'on sent bien l'aspect stratégique du chiffre, et elle avait retiré ces chiffres très vite, ce qui ne fait que conforter le fait qu'ils avaient l'air d'être bons, et que c'était les chiffres qu'on avait dans la plupart des chancelleries en Europe et dans les services secrets. Si on est déjà à cette époque-là à 100 000, que les Américains, eux, avec leurs services secrets, en décembre 2023, soient à 70 000, ça laisse à penser que les chiffres officiels tels que les Ukrainiens nous les donnent sont très minorés, et de par l'ensemble des recoupements qu'on peut faire, on serait plutôt autour de 90 000 à 100 000. Ça, c'est une première donnée. Ensuite, je m'appuie sur la donnée des blessés de 370 000 tels qu'ils ont été donnés par les Ukrainiens, et si on reprend le fait qu'il y en a 50% d'entre eux qui ne peuvent pas retenir au front, ce qui nous amène donc sur un chiffre à peu près de 185 000. Mais là, il y a une catégorie qu'on n'a pas évoquée, c'est les disparus. Et d'après l'ensemble des données qu'on a, on serait sur une fourchette qui oscillerait, elle, entre 35 000 à 59 000. Donc là, si on essaye de prendre l'indice moyen, on se retrouve avec 47 000. Et donc, ça veut dire qu'en perte cumulée, sur les pertes humaines irréversibles, telles qu'on l'utilise maintenant dans des termes que je trouve très euphémistiques d'un point de vue géopolitique, ben les pertes ukrainiennes sont de 332 000. Et si on reprend exactement le même calcul pour les Russes, on est sur des pertes, elles, qui oscillent entre 600 000 à 800 000. Alors en plus, l'amplitude laisse à penser qu'on a quand même énormément de mal à donner des chiffres plus précis, ce qui me permet de faire deux remarques. On a l'air d'avoir une situation sur le terrain qui n'a pas beaucoup bougé et qui va nécessiter une interprétation. Et puis on a des données chiffrées dont, en s'efforçant de faire en sorte qu'elles soient le plus précises possible, bon, d'abord elles nous amènent quand même un taux de perte global pour les deux belligérants d'1 million. Et là je demande à nos auditeurs de bien entendre ce qu'on est en train de dire, parce que là c'est quand même des chiffres qui commencent à donner un tournis assez prononcé quand même, mais qui vont nécessiter que d'être aussi interprétés, parce que c'est vrai que l'amplitude des différents chiffres va nécessiter qu'on essaye de trouver une interprétation pour essayer, dans un deuxième temps, de voir quelle est la dynamique qui se met en place. On est dans une situation d'un front qui est quasiment gelé. On a des chiffres quant aux morts, tant côté ukrainien que russe, qui sont incertains. Est-ce qu'on peut néanmoins dégager une perspective quant à l'issue du conflit? Oui, d'un point de vue militaire, et si les grandes conditions stratégiques demeurent telles qu'elles le sont aujourd'hui, on peut effectivement dégager une perspective majeure sur l'issue du conflit. Alors quelle serait cette perspective, Fabrice? Les Ukrainiens sont en train de perdre la guerre, Olivier. Les Ukrainiens sont en train de perdre la guerre parce que pour comprendre les chiffres, malgré le fait que leur précision ne soit pas optimale, pour en comprendre davantage le sens, il faut les rapprocher des démographies respectives de l'Ukraine et de la Russie en février 2022. Et là, on va voir que c'est beaucoup plus éclairant. Parce que pour rappel, les démographies respectives de l'Ukraine, c'est 42 millions d'habitants et de la Russie, c'est 146 millions d'habitants. Et ça, c'est un point dont je trouve qu'on peut s'enorgueillir que de l'avoir mis en exergue ou en évidence dans notre séance précédente qui était consacrée aux 2 ans de guerre, qui a été peu soulevée par les médias. Parce qu'en réalité, là, il convient de faire un ratio. Alors un ratio certes macabre, mais un ratio qui est fondamental. Parce que quand on met le rapport de la population d'origine ukrainienne face aux Russes, on se rend bien compte qu'on est dans un rapport de 1 pour 3,5. Et c'est là où ça devient peu humaniste mais essentiel. C'est-à-dire que pour qu'il y ait parité stratégique et pour qu'il y ait match nul, chaque fois qu'un soldat ukrainien tombe, il faut qu'il ait tué l'équivalent de 3 soldats russes ennemis. Et qu'à chaque fois qu'on sera en dessous de ce ratio, en réalité, l'Ukraine n'arrive pas à cette parité stratégique. Or, si on reprend les chiffres sur lesquels je ne vais pas revenir, puisque on les a quand même beaucoup développés, mais que je reste juste sur la parité telle qu'on aboutit à la fin, on est à peu près dans une logique de 1 pour 2 ou de 1 pour 2,5. Donc certes, ce ratio augmente, ce fameux kill ratio, comme les Américains l'utilisaient au Vietnam,
puisque l'année précédente, on était plutôt sur 1,5, 1,8, mais là aujourd'hui, on est sur 2 points, 2,5 points. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de dire est tout simplement corroboré par un article du New York Times du 23 janvier 2025, dont on peut peu l'accuser d'être proche des Russes, parce que quand on reprend l'article, le journal souligne que en réalité, les Ukrainiens ont moins de pertes, mais que néanmoins, they are still losing the war, et que dans la conclusion, ils disent les Russes perdent toujours davantage d'hommes, mais néanmoins, à chaque fois que les Ukrainiens ont une perte supplémentaire, ça les rapproche de la défaite. Donc là, on voit bien que de par le déséquilibre initial de la démographie, et de par les taux de perte qu'on est en train d'évoquer, quand on les compare, on est dans une dynamique qui est très défavorable à l'Ukraine. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments qui viendraient conforter ou confirmer cette dynamique négative pour l'Ukraine? Il y en a au moins 4 qui sont principalement arrimés sur des questions militaires et qui vont nous amener là aussi, j'ai le sentiment, à revisiter un certain nombre de données qu'on a fait pour l'instant qu'énoncer. Parmi le premier d'entre eux, il y en a déjà un qui me paraît intéressant à soulever, c'est que en réalité, cette offensive ukrainienne sur course, il y a 2 façons de la percevoir, et ça fait l'objet de débats d'ailleurs parmi les spécialistes en tactique ou en stratégie militaire, parce que d'abord il faut bien en comprendre l'objectif. L'objectif n'a pas été de rentrer en profondeur en Russie, l'objectif a été de mettre suffisamment de pression sur le territoire russe pour que les Russes soient amenés à mobiliser des troupes autour de la région de Koursk et surtout arrêter une pression qui est de plus en plus croissante, notamment dans la région du Donbass. Alors certains considèrent que l'objectif est atteint. D'autres considèrent que c'est beaucoup plus discutable. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que pour faire ça, les Ukrainiens ont été obligés de mobiliser l'équivalent d'un 6e de leurs troupes d'élite, et certains font remarquer que peut-être elles auraient été plus utiles ailleurs. Et d'ailleurs, dans la continuité, on se rend compte que là aussi, on a les estimations. Pour ce qui concerne le matériel, les Ukrainiens auraient perdu autour de 400 véhicules blindés et chars dans cette offensive, dont il faut rappeler que d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont plutôt là aussi en situation de défense. Mais il y a un corollaire à ce qu'on est en train de dire. Et le corollaire à ce qu'on est en train de dire est le suivant. Ça peut être aussi un formidable aveu de faiblesse. Pourquoi dire ça? Parce que d'un point de vue opérationnel, ces forces telles qu'elles sont utilisées, si vous avez, en tant que chef d'état-major, une pression considérable sur une partie du front, et notamment là, dans le Donbass, peut-être que la logique spontanée consisterait plutôt à les réorganiser en forces mécanisées qui permettent de faire une défense dynamique, c'est-à-dire qu'en réalité, vous êtes dans la capacité de faire une contre-attaque militaire pour soulager d'ailleurs le front. Donc le simple fait qu'on soit amené à les engager ailleurs laisse à penser qu'on est dans l'incapacité de mener une contre-offensive dynamique parce que tout simplement on se rend compte qu'elle serait beaucoup trop coûteuse en termes d'hommes et en termes de matériel et que donc en réalité, on n'est pas dans la capacité de la mener. Donc ça, c'est déjà un deuxième élément qui a l'air implicitement de corroborer ce qu'on est en train de dire. Il y a un troisième élément qui abonde dans ce sens, c'est que les Ukrainiens ont changé de chef d'état-major général en février 2024 et que la nouvelle doctrine telle qu'elle est mise en avant par ce nouveau chef d'état-major consiste à infliger le plus possible de pertes aux Russes en défense, mais à reculer en échelon parce qu'on considère que les vies humaines des soldats sont beaucoup plus précieuses que les espaces ukrainiens qui sont par ailleurs dévastés et les villes qui sont détruites. Donc ça montre bien qu'on est sur une phase de retrait progressif, même si elle est très lourde par rapport à l'ennemi. Et puis après, il y a un dernier élément qui aussi, me semble-t-il, très interpellant, c'est qu'on a bien signalé que les Russes avaient pris l'équivalent de 3500 km² pour l'année 2024. Oui, mais pour l'année 2023, c'était aux alentours de 520-530. Et pour la seule année de janvier 2025, c'est 430. Donc là, on a bien l'impression qu'il y a une dynamique qui s'accroît et l'ensemble de ces paramètres n'ont l'air de faire que confirmer qu'effectivement, d'un point de vue militaire, j'insiste, la situation a l'air de vraiment se dégrader pour l'armée ukrainienne. Est-ce qu'il y a néanmoins une évolution stratégique qui pourrait amener à revoir cette sombre issue? Il y en a 2, principalement. La première, ce serait une intervention massive de l'armée américaine et des Américains. Mais là, vu les perspectives avec l'élection de Donald Trump,
Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même pas un scénario qui a l'air d'être le scénario le plus probable sur cet aspect. Et puis après, il y aurait une deuxième évolution stratégique majeure qui consisterait à voir une armée russe, parce qu'elle serait essoufflée, s'écrouler sur le front. Parce que là, ça me donne l'occasion aussi de voir ce qui se passe de l'autre côté. La fameuse phrase de Lidl-Hart, de l'autre côté de la colline. Les pertes russes sont abyssales. Et alors, certains de me rétorquer qu'elles sont abyssales, mais que c'est une tradition russe, j'ai envie de dire malheureusement, et que quand on reprend l'amplitude des pertes consenties par la Russie, si on s'accorde ce terme, et dans la Première Guerre mondiale, alors a fortiori dans la Deuxième Guerre mondiale, on a l'impression que c'est dans la tradition. Mais avec une différence très très importante, c'est qu'on n'est plus du tout sur la même démographie. Et quand on regarde le taux de fécondité, le taux de natalité depuis 2 à 3 décennies en Russie, ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, on est sur des chiffres qui sont très très bas et qu'on est même en temps de paix sur de la difficulté pour la population russe d'être reconduite. Donc là, on est sur un aspect qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puis, d'ailleurs, qui est aussi renforcé par le fait que les primes qui sont données aux soldats russes pour qu'ils s'engagent sont de plus en plus en train d'augmenter. D'ailleurs, il y a une loi qui a été signée par Vladimir Poutine le 23 novembre 2024 et qui me semble intéressante à cet égard, c'est que quand un citoyen russe s'engage dans l'armée, on enlève l'ensemble de ses dettes ou on nettoie l'ensemble de ses dettes et on augmente considérablement la prime. Si on n'était pas aussi contraint d'un point de vue humain, il n'y aurait pas un tel effort qui serait fait. C'est d'ailleurs assez intéressant sous un double point de vue. Ça veut dire que psychologiquement, il a l'air de falloir trouver des ressorts qui sont plus de la dimension financière que de la dimension patriotique. Donc on a bien l'impression que même les Russes, malgré leur avantage numérique initial, ne sont pas forcément tant en facilité que ça. Et puis, donc, il y aurait l'hypothèse d'un écroulement politique russe, qui serait principalement dû d'ailleurs à l'effort des sanctions économiques qui finiraient par porter leurs fruits, même si on a l'impression qu'elles sont bien plus longues que ce qu'on a escompté là aussi au départ. Mais la plupart des experts économiques s'accordent pour dire qu'on est bien loin de la situation de l'économie soviétique qui a été obligée avec Mikhail Gorbatchev de faire marche arrière à la fin de la guerre froide, et qu'en réalité, la société russe comme l'économie russe ont l'air de pouvoir encore tenir plusieurs années. Donc il n'y a pas l'air d'avoir d'événements majeurs qui pourraient infléchir l'ensemble des paramètres qui ont l'air de nous mettre dans une dynamique assez contraignante pour l'Ukraine. C'est un euphémisme. Alors compte tenu de tous ces éléments, quelle pourrait être l'issue vraisemblable de ce conflit? Un cessez-le-feu qui serait encadré par un armistice en fait. Et on voit bien d'ailleurs que spontanément quand on dit ça, ça n'est satisfaisant pour personne. C'est-à-dire que là, en réalité, il n'y a pas véritablement de victoire, en fait. Par contre, évidemment, il y a plusieurs problèmes qui vont se poser pour qu'un armistice puisse être signé. Je rappelle quand même, d'ailleurs, que ce n'est pas quelque chose de nouveau en géopolitique, puisque les deux Corées ont signé un armistice le 27 juillet 1953, et que ça fait donc 72 ans que les deux Corées sont toujours officiellement en guerre. Parce qu'il faut bien comprendre le sens du terme armistice. Les combats cessent, mais la guerre est toujours officiellement en place. Donc c'est quelque chose de très ambivalent. Alors là, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, d'abord, c'est que c'est très amer comme solution. Parce que là, il faut quand même se mettre à la place des deux belligérants. Et là, on pensera en particulier aux Ukrainiens, sur le sol de qui se déroule le conflit principalement et de très loin. Ça veut dire que vous avez 18% de votre territoire qui est occupé. C'est une autre statistique qu'on n'avait quand même pas encore eu l'occasion de voir. Qu'a priori donc le front serait gelé et que ces 18-20% de ce territoire, vous acceptez de les perdre, au moins momentanément, comme les Français. C'est les comparaisons qui sont en train d'être faites au niveau des réflexions des stratèges et des géopolitologues, c'est-à-dire comme la France qui accepte de perdre l'Alsace-Lorraine en 1871, comme les deux Corées qui sont séparées. Et il y a un exemple, je trouve, qu'on ne prend pas assez, ou comme la Pologne qui disparaît de la carte de 1795 avant que de réapparaître en 1921. Donc c'est quand même très très amer. Et on voit bien que cette amertume sera forcément renforcée par la douleur des pertes telles qu'on les a soulignées et qui sont importantes. Donc le premier frein à l'armistice, c'est quand même le fait que là, ça va demander du courage. Le deuxième frein,
qui me paraît très important, c'est que les deux belligérants vont évidemment, au-delà de leur opposition en guerre, vont pas chercher la même chose. Parce que l'Ukraine, pour accepter un armistice dans les conditions qu'on est en train de souligner de surcroît, va vouloir des garanties de sécurité. Et ces garanties de sécurité vont passer soit par la mise en place de troupes alliées, pour dire clairement les choses européennes d'ailleurs, soit l'entrée dans l'OTAN, ce que les Américains, ni sous Biden, ni sous Trump, n'ont l'air d'être prêts à faire, ou dans l'Union européenne. Le problème, c'est que ça vient se heurter à une vision russe qui est radicalement différente, car pour les Russes, l'armistice n'est envisageable que si l'Ukraine devient définitivement neutre, une sorte de finlandisation, avec une armée totalement modique, et que les Russes considèrent que de leur point de vue, j'insiste, ça ne soit plus une menace. Donc là, on voit bien qu'on est sur deux grilles de lecture qui sont évidemment, entre deux belligérants, très difficiles à concilier. Et puis, il y a un troisième point, moi, qui me paraît essentiel à soulever, et dont je trouve qu'on le soulève très très peu. C'est le facteur temps, Olivier. Parce que là, il va se poser d'ailleurs sous des facettes multiples. Pour qui joue le temps ? Et qui a intérêt à gagner du temps ? Je pose la question sous deux angles différents. Parce que celui qui va avoir le plus la propension à signer l'armistice, c'est celui dont il sent qu'il faut qu'il gagne du temps pour se remettre à niveau. Mais ça veut dire que par définition, son adversaire n'a pas l'air forcément que de vouloir le satisfaire. Et là, il y a un paramètre dont je trouve que c'est assez surprenant. Il est pratiquement jamais mis en avant. Vladimir Poutine est en train de rentrer dans sa 73e année. Donc par définition, même de façon naturelle, le pouvoir tel qu'il va être amené à l'exercer sur la Russie est forcément plus court que le pouvoir qu'il a déjà exercé, ce qui nous met dans une perspective, à un moment ou un autre, de transition de pouvoir russe. Or là, on est sur une inconnue majeure. Parce que quelles sont les forces politiques qui vont être amenées dans 10 ans ou dans 15 ans à prendre la succession de Vladimir Poutine en Russie, dans le cadre d'un armistice tel qu'on serait en train de le dessiner et qui serait sur plusieurs décennies? Ça, c'est une vraie question, et on voit bien que là, d'ailleurs, c'est en train de nous amener sur des logiques géopolitiques globales beaucoup plus larges. Oui, parce que si ce scénario venait à se dessiner, on imagine qu'au niveau géopolitique, l'impact serait considérable au niveau global. Oui, il y a au moins deux questions majeures qui vont se poser. Et la première, on peut presque la synthétiser de façon un peu brutale, si vous me permettez. Dans ce scénario-là, d'un armistice entre la Russie et l'Ukraine, ça va peut-être surprendre nos auditeurs, mais la question qui va fuser immédiatement, c'est qu'est-ce qu'on fait de la Russie ? Et ça, c'est une question que les Américains vont en particulier se poser, même si c'est une question qui va être moins spontanée chez les Européens, parce que c'est une question qui va les agacer. J'insiste. Parce que là, il y a deux autres logiques qui sont en train d'interférer avec ce qu'on est en train de dire. La première, et c'est deux logiques qu'on avait déjà esquissées dans les rendez-vous de la géopolitique, n'est-ce pas ? La première, c'est qu'il faut bien comprendre ce qu'on avait déjà été amené à évoquer dans une séance qui s'intitulait « Ukraine, quels objectifs pour les États-Unis » Les Américains ne veulent pas la défaite des Ukrainiens, ils ne veulent pas la victoire des Russes, mais ils ne veulent pas la défaite des Russes. Pourquoi ? Parce que les États-Unis d'Amérique, qu'ils soient démocrates ou républicains, sont totalement accaparés par leur rivalité avec la Chine. Et on se rappelle qu'on avait dit que, notamment Brzezinski, dans son ouvrage Le Grand Échiquier, avait dit la pire chose qui pourrait arriver aux Américains dans le contexte de la rivalité avec la Chine, c'est le fait que toute cette vaste région, appelons-la ainsi, de 17 millions de kilomètres carrés qu'est la Russie, rentre dans une anarchie et qu'on ne contrôle plus rien. Il faut bien entendre ce qu'on est en train de dire, mais ça va nous amener directement à une deuxième question. Parce que si, à tort ou à raison, j'insiste, à tort ou à raison, la question telle qu'on se la pose pour les Américains est centrale, ça va immanquablement les amener sur une deuxième question. C'est comment faire pour ramener la Russie dans le camp américain. Je ne me suis pas trompé de question, Olivier. Parce que là, ce qui se passe, c'est que d'ailleurs, c'est une séance qu'on avait enregistrée, souvenons-nous-en tous les deux, le 24 février 2022, c'est-à-dire le jour même du déclenchement de la guerre. Le rapport entre la Russie et la Chine, rapprochement tactique ou alliance stratégique.
Mais il y a énormément de facteurs qui en réalité dissocient un rapprochement spontanément entre la Russie et la Chine. Et rappelons-nous cette phrase de Mao Tse-tung au début des années 60, qui faisait allusion aux accords inégaux du 19e siècle. Les Russes n'ont pas fini de payer l'addition. Et quand on voit le peu de densité démographique, notamment de toutes les régions orientales de la Russie, face à une appétence spontanée qui pourrait être chinoise, là on voit bien que les Américains peuvent jouer sur un levier, ce que d'ailleurs Kissinger avait fait à l'envers en allant à Pékin, parce que l'idée c'est de dissocier deux puissances, concentrer sur celle qui paraît la plus menaçante et en essayant d'arrimer à soi celle qui pourrait être un allié. Je suis bien en train de dire que dans l'hypothèse qu'on est en train de décrire, les Américains vont forcément être amenés à réfléchir sur cette perspective. Et là, alors, évidemment, ça, c'est une dynamique qui peut paraître inattendue, mais qui va avoir une conséquence majeure sur d'autres acteurs et sur d'autres logiques géopolitiques mondiales. Et j'imagine que ces autres acteurs géopolitiques nous emmènent à envisager la fin de la guerre, comme le sous-titre de notre séance l'indiquait. Non, pas la fin de la guerre, la fin des illusions. Parce que l'autre acteur, évidemment, auquel on ne peut pas s'empêcher de penser, ce sont les Européens. Et là, il va être plus que temps, dans les perspectives telles qu'on est en train de les dessiner, que les Européens s'arment à nouveau, parce qu'on voit bien que le combat s'arrête, mais pas la guerre, et pas les perspectives de rapport de force entre grandes puissances. Donc, le moment de l'illusion post-guerre froide qu'on a si souvent abordé ensemble est définitivement terminé, et il faut absolument que les Européens comprennent qu'il faut qu'ils se réarment d'un point de vue militaire, peut-être même et surtout davantage psychologiquement, qu'ils soient capables de concerter une stratégie ensemble, parce que peut-être que la stratégie européenne, de par sa proximité géographique avec le théâtre d'opération qu'on est en train d'évoquer, n'a pas les mêmes enjeux, n'a pas les mêmes atouts, n'a pas les mêmes stratégies à atteindre que les Américains. Ce qui d'ailleurs m'amène à penser à une phrase qu'on a prêtée à Hubert Védrine quand il pensait aux Européens il y a plusieurs années. Le problème, c'est que jusqu'à présent, les Européens sont des bisounours, mais c'est des bisounours qui sont en train de se promener à Jurassic Park. Et là, ça n'est plus possible, n'est-ce pas, dans le contexte actuel. Et puis peut-être d'un point de vue plus solennel et plus sérieux, si devant l'étendue des pertes et des vies humaines perdues telles qu'on vient de les décrire, on pouvait au moins faire en sorte qu'elles ne soient pas perdues en vain, c'est peut-être le meilleur service qu'on peut leur rendre, c'est de rappeler que les Européens vont devoir définitivement s'arrimer à ces logiques de rapport de force pour éviter que justement ces calculs macabres de pertes humaines irréversibles, ça soit les Européens qui soient amenés à les faire. Écoutez Fabrice, vous aviez un moment évoqué Éric Maria Remarque et à l'Est rien de nouveau comme référence de cette thématique, et je crois que cette thématique a été conclue par une autre référence littéraire, Les illusions perdues de Balzac. Merci beaucoup. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.